Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous et bienvenue chers auditeurs dans Handé, la seule, l'unique émission qui ne parle rien que de hand pendant plus d'1h30. Et un fabuleux programme encore avec pour débuter la Coupe de France. C'était les demi-finales, Montpellier s'impose face à Nantes et Paris s'impose aussi face à Dunkerque. La finale se jouera à Bercy le 25 mai avec notamment côté parisien Patrice Annonay qui jouera la finale et qui sera avec nous dans quelques minutes pour nous parler de la fabuleuse saison de Paris. On enchaînera avec un transfert, mais quel transfert? On le surnomme le couteau suisse. 14 ans de haut niveau, monsieur Benoît Perabou tire sa révérence au plus haut niveau pour aider un club fraîchement promu en National 1. Le club de Saint-Gratien, beau renfort pour le président Claude Vidard qui nous rejoindra pour parler de cette superbe recrue. Place à la Ligue des Champions, c'est bientôt la Final Four et Andé fait un zoom sur les 4 équipes encore en lice. Un nouveau spécialiste nous rejoindra, l'expert Ligue des Champions. Vous en avez l'habitude, vous pouvez lire ses articles sur notre site, c'est Sébastien Ripstein. Et pour finir cette super émission, qui de mieux que Sébastien Mongin et cette page Pro D2. Et croyez-moi, on y voit plus clair maintenant avec ce championnat. La fine équipe est au grand complet. Alors Michael dû à un entraînement un peu délocalisé, est un peu bloqué dans les embouteillages, mais il va nous le rejoindre dans quelques instants. Mais on a Benoît Perabou qui est là. Salut Benoît. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Benoît, avant de parler de Coupe de France, forcément, on va revenir un tout petit peu parce qu'on va recevoir ton président de ton futur club, Saint-Gratien. Donc voilà, le choix a été difficile, j'imagine. Ouais, mais comme je l'ai dit mûrement réfléchi, j'étais dans une situation où je me posais vraiment la question de savoir si il fallait faire encore une saison de haut niveau ou vraiment peut-être jouer dans un niveau inférieur, mais pouvoir l'aider pleinement, autant physiquement que humainement. Et donc mon choix s'est porté sur un club d'un niveau inférieur avec un projet abouti, avec une reconversion à la clé et voilà, plein d'ambitions, que ce soit sportif et professionnel. Et on en reparlera un peu plus longuement avec Claude Vidard, le président de Saint-Gratien, qu'on va recevoir dans quelques instants. Dans quelques instants également, on reçoit Patrice Annonay, le gardien du PSG Handball, dans peut-être 10 minutes encore, le temps quand même de parler de cette première demi-finale qui nous intéressait. Alors déjà, Benoît, Final Four, Montpellier-Paris, ça va être du lourd quand même, et bien malin qui va trouver le vainqueur là-dessus. Hein. Ouais, c'est une très très belle finale entre ça fait un peu la passation de pouvoir, on va dire. Le club qui a dominé le handball durant les 15 dernières années, le handball français, pardon, et le club nouvellement promu avec l'arrivée des Qataris qui va de nouveau devoir porter haut les couleurs françaises, que ce soit sur le territoire comme sur l'échiquier européen. Donc voilà, c'est un très beau symbole, je pense, et ça va être une très très belle finale avec du côté montpelliérain peut-être encore une chance de gagner un titre cette année. Et du côté parisien, peut-être rafler encore un nouveau titre avec une saison exceptionnelle. Ouais, effectivement, sachant qu'en plus, du côté de Paris, on joue également Montpellier en LNH, donc ça sera jeudi, il me semble. Donc c'est vrai que c'est deux affiches qu'il ne faut pas louper. On va quand même parler de ce match PSG Dunkerque. On va reparler avec Patrice qui va pas tarder à arriver, mais on pensait que Dunkerque était peut-être capable de réaliser l'exploit. Ça n'a pas été le cas, c'est quand même passé de peu. Hein. Oui, d'ailleurs j'étais présent à Coubertin, j'ai été voir ce match. Et ouais, c'est vraiment un sentiment mitigé. Il y avait vraiment la place, ils étaient vraiment pas loin et ils ont quand même déjoué dans cette début de deuxième où Paris a pris le large, surtout sur des paires de balles, quelques arrêts du gardien. Et du coup, je sais pas, c'est un sentiment partagé pour moi sur cette rencontre. J'aurais aimé que Dunkerque soit encore plus proche de Paris pour vraiment les pousser dans les derniers tranchements, alors que là ils ont fait le trou assez tôt, et même s'ils se sont bien battus jusqu'au bout et
et sont revenus sur la fin du match. J'aurais aimé qu'ils les tiennent plus longtemps pour voir vraiment s'ils étaient capables d'emporter ce match. 33-29, hein, PSG face à Dunkerque, à Coubertin, comme tu l'as dit. On y reviendra plus longuement avec Patrice Annonay dans quelques minutes. Montpellier-Nantes, pareil, c'est un gros match. Nantes qui avait éliminé d'ailleurs Paris en Coupe de la Ligue. Montpellier 31, Nantes 29. On a vu également une très très belle équipe montpelliéraine. Ouais, non, mais là, ils avaient vraiment mis une très grosse motivation sur ce match. Ils voulaient aller justement à Bercy pour défendre leur chance. Et ils ont fait une grosse prestation. C'était un match aussi très très engagé et très très beau handball que ces deux équipes ont fourni. Montpellier, avec l'avantage de jouer à domicile, a réussi à l'emporter. Mais c'est vrai que on voit une équipe nantaise alignée sur toutes les compétitions et vraiment très performante, ne lâchant rien, n'étant vraiment plus très loin de cette grosse équipe. Donc avec une progression constante. Donc c'est aussi de bon augure pour cette équipe là dans les semaines qui arrivent parce qu'ils ont encore beaucoup d'échéances avec notamment le final fort de la Coupe d'Europe et la course finale pour les places européennes en championnat. Donc vraiment cette équipe nantaise progresse de jour en jour et c'est très bien pour le handball français. Ouais, surtout que cette équipe nantaise, tu l'as dit, joue sur pas mal de tableaux, encore en lice pour en championnat, toujours en Coupe de France, et également ce fameux final fort de la Coupe HF qui se déroulera d'ailleurs à domicile pour Nantes. Hein, donc grosse présence des Espagnols dans cette équipe nantaise. Mais du côté de Montpellier quand même, on a vu une équipe quand même solidaire et c'est surtout, et ça il faut le souligner Benoît, c'est le seul titre que peut gagner cette année Montpellier. Et j'ai envie de dire qui l'eût cru au début de championnat. Hein. Non, mais c'est vrai qu'ils avaient fait leur recrutement pour remporter le championnat, aller dans le final fort de la Coupe d'Europe. Après, voilà, il y a eu tous les événements qui se sont passés. Mais malgré tout, il reste quand même une équipe très très compétitive avec de très grands joueurs. Même si il y a eu certains qui sont partis, mais ils sont encore capables de rivaliser avec les meilleures équipes. Et d'où aussi leur surplus de motivation pour glaner quand même un titre sur cette saison et pas faire une année blanche alors qu'ils étaient partis pour faire une très très grosse année. Alors justement, restons un peu sur cette équipe de Montpellier. Benoît, comment tu vois un peu l'avenir de Montpellier tant sur l'année prochaine, hein, en Ligue des Champions est-ce qu'il va y avoir du changement peut-être de l'encadrement, des joueurs qui vont partir? Est-ce que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de Montpellier? Dans l'encadrement, je pense pas. Ensuite, au niveau de l'effectif, on voit déjà que il y a un recrutement qui est fait, mais une stratégie qui a un peu évolué. On était un peu, on va pas dire à la surenchère, mais on essayait vraiment d'optimiser du côté de Montpellier vraiment des postes clés et un très gros effectif, tant en matière de qualité que de quantité, pour vraiment pouvoir rivaliser sur la scène européenne. Et là, par rapport à leur recrutement, on voit une stratégie un peu différente avec des jeunes joueurs. Il y a 2 Slovènes qui arrivent. On sent que oui, c'est la fin d'un cycle. Et maintenant, ils sont en train de repartir sur autre chose. Alors, ce sera peut-être compliqué pour eux en Ligue des Champions, mais malgré tout, avec le renfort aussi de Thierry Omeyer, ça va assurer une certaine assise sur cette compétition-là. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de passer à autre chose. Ça fait un peu le changement de l'équipe de France avec la fin d'un cycle, même si les raisons ne sont pas les mêmes, mais la fin d'un cycle et de repartir sur une stratégie globale, on va dire, différente. Alors, Montpellier et Paris vont se rencontrer du côté de Bercy le 25 mai pour une finale vraiment alléchante et plein de suspense. Alors on essaiera, on sera sur place d'ailleurs avec nos amis de handball.fr, donc c'est à noter, mais marquez ça sur vos agendas. On fera vraiment une émission spéciale avec interview de joueurs de hand, des joueurs de l'équipe de Montpellier et de Paris, des interviews après match, des réactions, etc., etc. Ça sera en direct le 25 mai sur RTS Radio avec handball.fr.
un petit mot, Benoît, parce que on sait que Montpellier et Paris vont se rencontrer jeudi pour la 23e journée de LNH. Montpellier n'a que 2 points d'avance sur Dunkerque. Est-ce qu'on peut dire que c'est le match qu'il ne faut pas manquer? Est-ce que c'est le match de la saison pour Montpellier? Montpellier doit quand même assurer son statut d'outsider et justement de prétendant sur les, on va dire, 2-3 premières places du championnat. Et donc ce match va être capital. On sait que ça va être compliqué, mais Montpellier à domicile, en se rappelant un petit peu du match aller où ça a été vraiment une correction, même si les joueurs ne sont plus les mêmes, je pense qu'ils auront à cœur de faire une très très grosse prestation. Voilà. Après, on sait que Paris a un effectif vraiment de qualité, donc ça va être un très très gros match, mais je compte bien sur tout l'enthousiasme et la rébellion montpelliéraine pour faire un résultat contre Paris. Est-ce que tu le sens capable quand même d'ailleurs on va demander aussi l'avis sur le chat, est-ce que tu crois que Montpellier peut faire un bon résultat? Oh oui, j'en suis persuadé. Je pense que là il ne reste que quelques matchs pour vraiment finir en beauté quand même ce championnat avec tout ce qu'ils ont vécu cette année. Donc je suis persuadé avec cette victoire contre Nantes en Coupe de France que cette dernière ligne droite va être de bon augure pour cette fin de championnat. Et je salue Mickaël I, qui est sur le chat, qui est sur la route et qui sera avec nous dans une vingtaine de minutes et qui nous écoute. Donc j'espère que c'est pas toi qui conduis, Mickaël, parce que c'est pas bien d'envoyer des textos en conduisant. Donc Monsieur Annonay, Patrice va arriver dans 2 minutes maintenant. Il nous reste quand même le temps de parler de Coupe de France. Alors pareil, Montpellier qui reçoit Paris, enfin non, ça joue à Bercy. Ça va être une passation de pouvoir aussi, comme tu l'as dit. Est-ce que tu aurais un petit pronostic là-dessus? Est-ce que tu arriverais à trouver le vainqueur? Parce que c'est quand même très indécis. Oui, c'est indécis parce que voilà, sur une finale, tout est possible. Sur un match, on pouvait se dire les années précédentes que contre Montpellier, c'était un peu la même chose. Quand Montpellier dominait sur la saison, c'était impossible de pouvoir glaner le titre. Mais sur un match, tout était possible. Et là, je pense que pour Paris, cette saison, c'était la même chose. C'était impossible de leur prendre le titre vu l'effectif qu'ils ont. Par contre, sur un match, n'importe quelle équipe est capable de gagner. Donc, pronostiquer, c'est difficile, mais je pense que Montpellier a quand même de très très bonnes chances de l'emporter. Donc ça pourrait être, on va dire, un 60-40 pour moi, pour Paris peut-être. Alors sachant qu'en plus, et c'est vrai que c'est ça qui est paradoxal, on va recevoir Patrice Annonay, et il y a un an, à peu près jour pour jour, dans la même période, on recevait Patrice Annonay pour nous parler du maintien avec le Paris FC. Le Paris Handball qu'il s'appelait, et là on va le recevoir dans quelques instants pour parler du titre, pour parler de cette finale de Coupe de la Ligue, de la Ligue des Champions. Donc comme quoi en un an tout peut évoluer, donc c'est un peu ça qui fait l'attrait du handball. Par contre, voilà, on a un peu peur aussi pour le PSG Handball, Benoît, un peu au même titre que fait actuellement le foot, de perte d'identité. Est-ce que toi, tu as peur aussi que ça, du côté de Paris, et que ça aussi engendre d'autres problèmes au niveau de la LNH, l'affaire des Qataris? Mais il faut pas le voir de manière négative. Je pense que là, c'est une très bonne chose qui arrive pour le handball français. Grâce à cette équipe, enfin, on va pouvoir déjà rivaliser en termes d'Européens, alors que c'était déjà compliqué pour les équipes de clubs au niveau national de bien figurer. C'est vrai. Donc il faut le prendre, je pense, de manière positive. Après, j'espère qu'ils ont un projet sur du long terme, mais d'après ce que j'entends, il y a peut-être une véritable stratégie derrière de vraiment s'implanter. Ils veulent travailler aussi avec d'autres clubs pour continuer la formation des jeunes et aussi voilà, essayer de mener à bien tout le projet dans sa globalité. C'est vrai. Donc peut-être voilà, c'est toujours les jalousies qui parlent par rapport à ça, mais
de manière générale, je pense que tout ce qui arrive actuellement à la LNH est dû en grande partie aussi à cette équipe de Paris qui est en train de vraiment prendre une ampleur européenne, puisque voilà, on la voit déjà au bout d'un an très très opérationnelle, alors que le groupe s'est fait en quelques semaines, on va dire. Et que déjà pour l'année prochaine, il y a une équipe qui arrive avec des noms incroyables. Donc on va pas stigmatiser le fait de perdre d'identité des Qataris. Je pense que pour l'instant, tout est fait pour que ce club grandisse, évolue. On voit, moi j'étais à Coubertin samedi, la salle est remplie alors que j'ai joué de nombreuses années à Coubertin dans une salle à moitié vide. Donc, et en plus, pour y être allé, j'ai vraiment pas trouvé j'ai vraiment pas croisé beaucoup de handballeurs, contrairement à ce qui se passe quand on va dans les salles de région parisienne. Et là, il y avait énormément, je pense, de spectateurs qui viennent un peu voir ce club, voir les stars. Voir ces stars, voilà. Et donc, je pense que pour notre sport, c'est quand même très porteur et à la fois très positif. Donc, je suis toujours méfiant par rapport à la durée du projet, mais dans l'instant, je pense que c'est une très bonne chose pour notre sport et qu'il ne faut pas stigmatiser le fait que ce soit les Qataris. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, les joueurs s'y retrouvent. J'espère qu'ils garderont quand même quelques identités, notamment des joueurs comme Patrice Annonay qu'on devrait recevoir, mais et qu'il y ait que ça tourne autour de certains joueurs cadres de cette équipe, comme Ibrahim Dio aussi. Mais que l'arrivée de d'autres continue à faire évoluer ce club dans le bon sens et à tirer la LNH vers le haut. Bah, on l'espère. D'ailleurs, on posera la question aussi à Patrice sur cette histoire de grande salle. Hein. On parle de la Ligue des Champions du côté de la Kinda Arena à Rouen, donc ça serait complètement délocalisé et ça serait même plus en région parisienne. Donc parce que Coubertin ne serait pas homologué par le HF. Donc, ouais, c'est à cause du banc de touche qui est trop proche du terrain. D'accord. Ah ok. Ouais. Bah, c'est la seule salle où il n'y a aucun recul entre la ligne de touche et le banc. Donc c'est paradoxal par rapport à une salle qui a une très belle contenance, mais qui est mal fichue par rapport à ça. Et du coup, ça engendre certainement une délocalisation. Ouais. Affaire à suivre, c'est important aussi de voir un peu où que ça en est tout ça. Benoît, on nous a pris un peu en cours de route sur le chat et il y a une question qu'on nous posait, on va revenir parce qu'on attend Patrice Annonay qui ne doit pas tarder, mais une question qui était pour toi tout simplement, qui te demandait est-ce que à part Saint-Gratien tu as eu d'autres sollicitations, Ben? Alors oui, j'ai eu de nombreuses sollicitations. Comme je l'expliquais, ça allait soit de continuer le haut niveau, ou de partir sur des projets vraiment différents. Donc il y a eu vraiment absolument de tout. Ça pouvait même aller sur des niveaux de jeu encore plus inférieurs que Saint-Gratien, mais avec une reconversion aussi très intéressante. Mais hélas, tout n'a pas réussi à se mettre en place et à se concrétiser dans les délais que je m'étais fixés. Et à un moment, il faut prendre des décisions. Et Saint-Gratien s'est montré le plus abouti, comme je le disais. Et donc, pour le bien-être aussi de la famille et de tout ce qui s'ensuit, j'étais obligé de prendre une décision et donc de me tourner vers cette solution-là. Et j'en suis ravi. Ouais, pas évident hein, d'allier tout ça, surtout que c'est une période délicate pour un handballeur parce qu'il faut aussi penser à son avenir. Hein, voilà, faut aussi savoir que un joueur professionnel. Bon bah toi t'as un peu 14 ans au haut niveau, c'est beau quand même, Benoît. T'as eu un petit article en plus sur la LNH, quoi de beau. T'as été, j'imagine, beaucoup aujourd'hui. Ton téléphone a dû sonner quand même parce que c'est une grande page de ta carrière qui se tourne pour d'autres aventures. Ouais, non, mais c'était très sympa. J'ai eu plein de messages de soutien. Je remercie d'ailleurs tout le monde pour tous ces messages. C'était très gentil et ça fait toujours plaisir. Oui, mais à la fois, on s'y attend. Je m'étais déjà préparé à ça il y a 1 ou 2 ans, avant que je re-signe pour 2 ans à Tremblay. C'était il y a 2 ans exactement, avant que je re-signe à Tremblay. Je me posais déjà la question de savoir ce que j'allais faire. Et puis, j'ai eu la proposition de Tremblay de re-signer, donc le choix s'est fait naturellement, mais
j'avais déjà dans un coin de ma tête l'idée que de toute façon on n'était pas éternel, que ça allait bien se terminer un jour. Et déjà, je suis très satisfait d'avoir fait une carrière aussi longue et avec pratiquement aucun pépin physique, ce qui est rare dans notre sport, parce que j'ai dû rater, je sais pas, ma plus grosse blessure a dû être 3 mois, je pense, en 15 ans de carrière. Donc, sur ce point-là, je pense que j'ai été bien épargné. J'en suis très satisfait. Et j'ai vécu tellement de bons moments que il faut savoir s'arrêter. Et il faut surtout savoir s'arrêter à temps. Et je pense que le fait de ne pas faire l'année de trop, là je suis encore en pleine forme physiquement, j'ai encore envie de donner parce que cette année ça a été compliqué pour moi. Donc c'était aussi bien de ne pas terminer sur un échec comme celui-ci et de repartir avec un nouveau challenge pour me permettre aussi de, voilà, même dans les années à venir, de se dire que voilà, j'ai eu aucun regret, j'ai fait la carrière que j'ai fait. Et je sors voilà, très fier de tout ce parcours. Ah voilà, donc on a Patrice Annonay dans quelques secondes, hein, il est dispo. On a juste à faire une petite manip, hein, vous en avez l'habitude. On va passer un petit jingle, on va le recevoir et parler un peu de cette équipe de Paris. Vous nous l'avez demandé quand même pas mal de fois d'inviter un Parisien. Donc bah, c'est chose faite, un petit jingle qui vous faire plaisir. Allez, on va mettre, on va changer, on va mettre dessus. Et ben voilà, Sophie Martin, non, notre ami Patrice Annonay vous appelle. Bah écoute Ben, je le prends et je te rajoute dans la conversation et c'est parti. Allez, on reçoit tout de suite Monsieur Patrice Annonay, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation Patrice. Alors hop, il y a notre ami Benoît Perabou qui est également avec nous. Salut Ben. Alors Ça va? attendez, on a un petit souci technique Patrice, vous me permettez 2 secondes, je vous rappelle. Parce que Ok. Benoît il a un petit souci, merci Patrice. Voilà, hop, voilà. C'est parti. C'est juste un petit souci technique. Voilà. Voilà, Monsieur Perabou et Monsieur Annonay sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, Benoît Perabou, hein, comme je vous l'avais dit, Patrice est avec nous, comme tous les lundis d'ailleurs. Et on va parler un peu de cette belle saison. Alors, vous imaginez, Patrice, qu'il y a un an, vous étiez venu sur l'émission pour Andé. On parlait de la relégation. Et là, un an après, on parle de Ligue des Champions, on parle de titres, on parle de Coupe de France. Qui l'eût cru quand même? Qui l'eût cru, mais je pense que c'est surtout la magie du sport aussi, et puis surtout des nouveaux investisseurs qui sont arrivés au club. Et je crois qu'ils ont tout de suite mis en place la même politique qu'ils font au foot, c'est-à-dire aller plus haut, plus fort et tout de suite. Donc effectivement, pour moi qui ai vécu la relégation à la dernière journée, la saison dernière, ouais, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Et c'est quand même une belle recommence justement pour tous les joueurs comme vous, comme Iboudio. Il y en a beaucoup aussi qui sont partis et il faut pas les oublier. C'est quand même eux à la base qui ont entre guillemets sauvé le club. Exactement, on a vécu quand même 2 années auparavant, avant le projet Qatari, où c'était un petit peu galère. On savait qu'il y avait le projet PSG dans les cartons, donc bon, il était réalisable que si nous on se maintenait sur la saison dernière. Et effectivement, aujourd'hui, bah, je prends énormément de plaisir à partager ça avec les joueurs qui étaient de cette aventure. Et du coup, on commence à ressentir une certaine reconnaissance de notre boulot. Et ça, c'est intéressant. Alors, alors avant de parler de Coupe de France, hein, revenons un peu sur le championnat. Vous étiez champion de France de Pro D2 en 2010 et là champion de France de LNH. Est-ce que on peut comparer les deux titres? Est-ce que le champion de France de LNH, j'imagine que c'est un peu plus fort que la montée? Euh, pour moi, je ne sais pas si je peux faire une comparaison parce que j'ai vraiment vécu une vraie aventure humaine quand on était en Pro D2 parce qu'on s'était lancé un défi. Il n'y a aucun joueur qui était parti à l'année de la descente. Et c'était vraiment lancer un défi de remonter immédiatement en LNH. Aujourd'hui, on a une équipe au PSG qui est beaucoup plus forte que celle qu'on a eue, bien sûr, quand on était en Pro D2. On a des joueurs de classe internationale. Et effectivement, c'est une autre sensation, ce titre de l'LNH, mais je savoure les deux du même niveau. Et, euh, et du coup, pour moi, il aura fallu d'abord être champion de Pro D2 pour être aujourd'hui champion de l'LNH, quoi. Alors,
d'un point de vue personnel, avec l'arrivée justement des Qataris qui vont un peu chambouler l'effectif avec des immenses recrues, beaucoup de départs, est-ce que vous avez pas eu peur à un moment de votre avenir du côté de Paris? C'est vrai que quand on a vu tout ça arriver, en plus, ils ont mis beaucoup de choses en place très vite. Les anciens joueurs comme moi, il y avait bien sûr une grande part de doute à savoir est-ce qu'on ferait partie totalement du projet sportif déjà. Et effectivement, je pense que les 3 premiers mois, voire non, plutôt les 2 premiers mois, c'était un petit peu difficile. Il y a des joueurs en plus qui sont arrivés juste après les JO. Le groupe a pas pu prendre ses marques tout de suite. Donc, nous, au milieu de ça, avec tout ce chamboulement, on s'est vraiment posé la question de savoir est-ce qu'on faisait partie du projet. Mais je crois qu'on a travaillé pour et qu'on a su montrer euh, qu'on avait besoin de tout le monde pour réussir cet objectif d'être champion aujourd'hui. Alors, vous êtes en concurrence avec un excellent gardien, hein, Sierra. Comment ça se passe justement quotidiennement? Le quotidien, ça se passe très bien. Du coup, on est à l'extérieur, on est souvent en chambre ensemble. Donc, on parle vraiment le langage des gardiens de but. Au départ, on va dire que moi, je suis quand même le joueur qui était assez habitué à la concurrence à Paris, puisque j'ai eu de nombreux gardiens de but étrangers ou français qui ont été avec moi. Mais c'est vrai que Sierra, c'est d'abord un grand gardien. C'est quand même le champion du monde espagnol en janvier. Et du coup, je me sers toujours de son expérience aussi pour continuer à avancer. Mais on a vraiment une concurrence saine, même si justement on est des compétiteurs et on se bat tous les jours à l'entraînement pour être le premier sur le terrain. Alors, Patrice, vous êtes entre guillemets un ancien hein, du côté de Paris. Depuis 2005, me semble-t-il que vous êtes au club. Euh, Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment que les Qataris façonnent un peu le PSG handball à leur sauce et oublient un peu tout le passé qu'a pu avoir ce club? Mais je crois justement qu'en fait, on a vraiment eu cette peur au début. Mais je crois que justement, les joueurs comme Ibrahim Diop, comme Nicolas Clerc, même voire comme Mtima, euh, ont su montrer aussi parce que il y a eu un gros apport de joueurs étrangers. Et qui dit joueurs étrangers, ça laisse pas beaucoup de place non plus aux joueurs français. C'est vrai. Et ils ont su montrer, on a su montrer qu'en fait, euh, les joueurs du cru parisien étaient là et avaient leur importance sur le terrain et hors du terrain aussi. Puisque quand on voit le public qui nous soutiennent tous les week-ends, eux non plus ne voulaient pas avoir une équipe entre guillemets que de mercenaires et d'étrangers. Donc je pense que ils ont su faire la bonne balance pour que le groupe prenne et qu'il y ait un petit peu de tout dedans. Ouais, je pense, pour compléter, que vraiment leur stratégie, elle a été vraiment bonne par rapport à ça. Et peut-être malgré tout au détriment des jeunes qui, eux, ont eu peut-être plus de mal à s'affirmer et du coup ont été un peu relayés en équipe 2. Mais par rapport au cadre, je trouve que la stratégie d'avoir pu s'appuyer sur vous et de vous avoir donné un vrai rôle dans ce groupe a été très bonne pour le bien-être et justement pour que ce groupe ait de l'efficacité rapidement. Exactement, je vous rejoins. Très belle analyse. On peut se tutoyer. Ça marche. Allez, Benoît Perabou, hein, Patrice. T'avais peut-être une autre question, Benoît? Non, non, mais c'était. Après, je vais continuer, mais là, donc, là, c'est très bien. Il y a eu la stratégie qui a été bonne. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la suite, parce que là, on entend encore des noms plus grands les uns que les autres, et même s'il y a un très grand joueur français en plus qui revient, Daniel Narcisse, à Paris, on pense qu'ils vont encore aller chercher d'autres joueurs et qu'au fur et à mesure, l'identité parisienne va un petit peu s'effriter, même si moi je trouve que dans l'immédiat, c'est une bonne chose que ce club puisse s'implanter au plus haut niveau européen. On a un peu peur que des joueurs comme toi par exemple soient amenés à être effacés rapidement des tablettes parisiennes. Bon, il y a pas 10 000 solutions dans ça. Je pense que comme eux, ils veulent absolument
enfin, ils l'ont déjà annoncé pour la saison prochaine, c'est le Final Four. Je pense que déjà sur le nombre de joueurs de l'ancien cru parisien, ça va diminuer déjà par rapport à cette année. Et effectivement, bon, ils seront sûrement amenés à un moment à prendre je pense, si je suis assez intelligent, et à prendre un gardien encore de classe encore plus internationale. Donc c'est sûrement moi qui en pâtirai, mais je pense que j'ai encore un an de contrat, une belle année à vivre avec justement de grands joueurs français qui reviennent en France et étrangers qui viennent pour y découvrir notre championnat. Je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, il faut vivre avec des choses positives dans la tête. Donc bon, je n'y pense pas trop à ça. Pour l'instant, il me reste un an de contrat. Je vais prendre à bras le corps la saison prochaine et puis en profiter un maximum et puis après on verra bien. Donc toujours parisien, Patrice, l'année prochaine. Est-ce que vous avez songé aussi à votre entre guillemets après-carrière, même si vous avez que 34 ans? Ah oui, c'est un véritable chef d'entreprise, hein, Papat. Effectivement, Benoît, tu le sais déjà, j'ai monté une boutique avec la marque équipementier Hummel qui a déjà 3 ans. C'est vrai que ça passe vite en plus. Ah, oui. Elle a déjà 3 ans la boutique, donc effectivement, je me suis penché assez tôt sur ce que je pourrais faire après pour mon après-carrière, pour ma reconversion. Et du coup, ben, ça fait déjà quand même 3 ans que je mène tambour battant ma vie de sportif professionnel et ma vie de chef d'entreprise. Donc, pour moi, personnellement, c'est vraiment un équilibre, hein. J'ai trouvé dans les deux un certain équilibre. Je me sens bien autant à la boutique que sur le terrain. Et les deux m'apportent une richesse humaine et professionnelle assez parfaite pour moi. Alors n'hésitez. Est-ce que tu serais capable, à la fin de ton contrat, de passer complètement de l'autre côté et de mettre vraiment le handball vraiment de côté et te consacrer pleinement à ta boutique, ou tu serais quand même sollicité par un challenge même d'un niveau inférieur, ou essayer peut-être d'apporter sur l'entraînement des gardiens, ou comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu serais capable de tout arrêter, ou il faudrait que tu aies quand même encore cette petite adrénaline du terrain? Non, je pense que premièrement, j'en ai besoin, cette adrénaline, et je serais pas capable de tout arrêter. Euh, j'ai pour habitude de dire que quand on fait les choses dans la vie, il faut pas s'arrêter. La boutique, c'est une aventure. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, elle peut s'arrêter. Et je pense que une des qualités que j'ai, c'est de pouvoir rebondir. Donc effectivement, je ne suis pas fermé à apporter mon expérience sous les gardiens de but. Mais je pense que à 34 ans, j'ai encore quand même de nouveaux challenges à relever. Même si je suis resté, ça fait longtemps que je suis parisien, mais il faut savoir aussi aller voir ailleurs et se donner les moyens justement et de relever d'autres challenges avec pourquoi pas à la fois une reconversion à l'intérieur. Mais je pense que le terrain, j'ai pas encore envie de le laisser de sitôt. Ah ouais, alors là, tu vas nous rester encore sur le terrain pendant un moment. C'est super, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, effectivement, très bonne nouvelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Patrice Annonay, hein, patriceannonay.com. Donc, vous y retrouvez votre boutique. D'ailleurs, on vous voit en photo avec pas mal de belles paires de chaussures. Alors, on va reparler quand même un peu du prochain match. PSG reçoit Montpellier. Bon, on en parle beaucoup, passation de pouvoir, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous allez jouer Montpellier 2 fois. Également le 25 mai à Bercy pour la finale de la Coupe de France. On a l'impression que ça va être des matchs quand même compliqués pour Paris, sachant que Montpellier est quand même un peu piqué dans leur orgueil, vu la saison qu'ils ont fait. Comment vous appréhendez ces matchs-là, Patrice? Alors le premier match donc à Montpellier jeudi soir pour le compte du championnat, nous on l'appréhende vraiment. Je vais pas dire comme une finale du championnat, mais on sait qu'on ne va pas retrouver le Montpellier qu'on a eu en septembre à Coubertin. Ça, on est sûr de ça, C'est vrai. parce que c'est une équipe pleine de caractère, avec de très très bons joueurs, et on s'attend vraiment à être bien reçu à Montpellier dans tous les sens du terme.
Oui, pardon, Patrice, et le prochain match, bah, ça sera pareil, Montpellier, 25 Pareil, mai. ce sera sous la Coupe de France. Alors là, par contre, déjà, je vais pas dire que c'est un exploit, mais c'est quand même un rêve quand même d'avoir le PSG dans l'entre de Bercy C'est vrai. pour cette finale de Coupe de France. Et, euh, et je crois que c'est quand même deux choses différentes. On va pas dire que le championnat est terminé pour nous, et parce qu'on est champion. Mais la Coupe de France, elle a une saveur particulière puisque c'est sur un match coup près, c'est dans une grande salle, il y a un vrai événement autour, faut pas oublier non plus le sport amateur avec toutes les finales de la Fédération française de handball, avec tous les départementales, les régionales. Donc ça va être vraiment un grand moment de fête et de partage du handball. On va rester sur notre objectif parce qu'on veut ce deuxième titre pour encore marquer l'histoire de ce club, de ce nouveau club. Et je crois que ce sera déjà un premier test en championnat, mais il ne faudra pas le prendre pour argent comptant, je pense. Et je pense que le fin stratège qui est Patrice Canaillé saura tirer parti du meilleur de son équipe. Merci Patrice pour cette réponse. C'est vrai que ça va être deux matchs compliqués pour les deux équipes et j'en profite pour saluer Mickaël qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Mika. Salut tout le monde, salut Doud. Salut. Alors, on parlait justement de cette Coupe de France. Une petite question quand même, avant d'arriver à Bercy, il fallait battre Dunkerque à Coubertin. Match tendu, Paris a fait la différence, 33-29. Pareil, match compliqué, hein, Patrice. Ouais, match compliqué. Ouais. Nous, on avait vu à la vidéo, on avait vu déjà le Dunkerque-Montpellier la semaine d'avant, où c'était déjà très tendu et très haché comme match. Donc, on était déjà prévenu que Dunkerque, qui eux sont les spécialistes quand même des titres sur les coupes. C'est vrai. Et eux, ils ont de l'expérience sur ça. Nous, encore une fois, notre équipe, soit-elle championne ou pas, n'avait pas d'expérience dans ce genre de demi-finale de Coupe de France. Et je trouve que Dunkerque a joué crânement leur chance. Ils nous ont vraiment embêtés. Mais je pense qu'on a fait preuve de maîtrise face à leur agressivité. On savait que Dunkerque, c'est une équipe aussi, les gars du Nord, avec énormément de cœur et énormément de hargne. Ils étaient venus plus avec leur public, leurs supporters. Donc, franchement, je pense qu'on a fait preuve d'un peu plus de maîtrise sous les ballons chauds, mais c'était un match compliqué aussi. Ouais. Ouais, compliqué. Donc, finale le 25 mai, on le rappelle, Paris-Montpellier, le 25 mai à Bercy. C'est votre deuxième finale de Coupe de France? Enfin, non, la deuxième peut-être gagnée. En 2007, vous avez été vainqueur aussi de cette Coupe de France. Exactement, en 2007 avec le Paris Handball. Une belle aventure aussi. Où, je crois que ça se jouait à Pau sur 2 matchs, une demi-finale contre Montpellier et gagné d'arrache-pied et une finale contre Aix, qui était un des deux et qui avait créé la surprise justement en battant Tremblay. Et j'en ai déjà une, j'ai bien envie d'avoir un deuxième titre de Coupe de France. Eh ben écoutez, Mika, tu as peut-être une ou deux questions avant de remercier Patrice? Ouais. Alors le problème c'est que depuis qu'il est arrivé, j'ai dû quitter parce que j'étais sur le scooter, donc je sais pas trop ce qui a été dit. Moi je voulais un peu m'intéresser à son futur, je sais pas si vous en avez parlé. Et un peu quand même, Un petit peu parlé, ouais, on en a un petit peu parlé. avec le magasin de Patrice. Mais bon, Patrice nous a dit quand même, et c'est à noter, Mika, qu'il n'est pas prêt de quitter les parquets et qu'il a encore soif de nouveaux horizons et de nouveaux projets. Et ça, Il c'est sera parisien l'année prochaine. exactement. Oui, toujours parisien, mais après, on sait, hein, Mika, la politique des Qataris et du PSG, c'est d'aller plus haut. Donc, Et au dernier moment, ils peuvent sortir un gardien, te sortir un gardien international et te le mettre dans les pattes, quoi. Peut-être pas la saison prochaine, ça, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on n'est jamais, avec les Qataris, on n'est jamais à l'abri d'un achat compulsif s'il y a. Mais le problème, je sais pas si vous en avez parlé, c'est que Titi Omeyer est censé aller à Montpellier et que Montpellier étant dans de grands problèmes financiers, je sais pas s'ils seront en capacité de l'accueillir. Donc, il risque d'être sur le marché à un moment donné. Écoute, l'avenir nous le dira, je sais pas. Je sais pas pour l'instant, on Mais verra. j'espère pour toi que tu vas pouvoir faire cette saison en Ligue des Champions et profiter à fond de la saison prochaine. Et je l'espère tout comme toi. Merci. Alors,
dernière petite question, Patrice, est-ce que vous étiez du côté du Parc des Princes hier pour le match? Parce qu'on a vu une petite ovation du Parc des Princes pour les joueurs du PSG Handball. Est-ce que vous étiez dans le groupe? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le groupe, il y avait autant, alors le groupe qui a été champion, mais ils n'ont pas oublié aussi les jeunes comme Mtima, comme Clémencia, comme Nivor, même ceux qu'on n'a pas vu cette saison, Ah, c'est bien. Zakaria. Enfin, il y avait vraiment tout le groupe pro et vraiment c'était vraiment un beau moment de partage. Et puis moi, sur ma 8e année, ma 8e saison, pouvoir fouler le Parc des Princes avant un match devant 45 000 personnes, je l'aurais jamais imaginé, mais bon, Et ça c'est fait. tous ces joueurs là dont tu parles, je sais pas si vous en avez parlé aussi, mais quel est leur futur à eux aussi là, tous ces joueurs qui cette année n'ont même pas fait partie du groupe au final parce qu'on les voyait jamais sur les terrains et qui quelque part sont quand même pas loin du niveau de la LNH, donc Bah écoute, moi je pense que c'est difficile parce que dans le groupe, on est tellement dans un truc positif en fait. Euh, Par respect, ces joueurs-là, s'ils ne viennent pas t'en parler, on ne pose pas vraiment de questions. Mais bon, sans faire de secret de polichinelle, je pense que c'est des joueurs qui ne vont pas être gardés. Et en tout cas, j'espère pour eux qu'ils trouveront assez vite de nouveaux clubs, de nouveaux challenges et que c'est pas la fin de leur carrière juste parce que ils partent du PSG, quoi. Ouais, et on espère voir PSG l'année prochaine au Final Four, c'est l'objectif, on l'a compris. Merci Patrice Annonay d'avoir été avec nous. On essaiera Merci à de vous. vous avoir encore prochainement parce qu'on ne vous a pas fait l'interview décalée, mais on est un peu pris par le temps. Mais vous Oui. n'allez pas y échapper, vous inquiétez pas Patrice. Et puis bonne fin de saison, deux et matchs du coup importants. si Patrice est au Final Four l'année prochaine, tu peux être sûr que j'irai ce coup-ci, hein. Ah, alors avec plaisir, Mika. Et ben, Avec plaisir. on t'enverra, tu nous prendras quelques petites interviews, Mika. Merci, merci Patrice et passez une bonne soirée. Merci à vous. Ciao, bonne soirée. Ciao. C'est ciao. Voilà, c'était Patrice Annonay qui était avec nous. Toujours sympathique d'avoir un peu l'avis des Parisiens comme ça. Très philosophe et il se prend pas la tête. C'est bien quand même d'avoir aussi des joueurs comme ça qui, voilà, Les Antilles hein, en même temps. c'est vrai, c'est vrai. 10 ans, non, Mais quelque part, ils ont eu la chance de vivre ça cette année. Et pour certains, bon, Patrice a toujours eu un niveau assez élevé, même s'il n'a pas toujours été régulier. Il avait touché un peu à l'équipe de France à prime à une époque. Mais c'est vrai que pour certains joueurs, c'est vraiment une opportunité cette année de toucher les sommets, alors que dans leur carrière, ils auraient peut-être pas eu cette opportunité s'il n'y avait pas eu cette histoire de Qatari. c'est vrai, en espérant que Patrice Annonay puisse vivre cette fabuleuse aventure qu'est la Ligue des Champions l'année prochaine avec le PSG Handball. Allez, on passe à autre chose. On va parler justement de Benoît Perabou et on va recevoir tout de suite son futur président, Claude Vidard, qui doit être avec nous. Bonsoir, Claude. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Monsieur le Président, félicitations d'abord pour l'excellente saison de Saint-Gratien, promu en National 1, National 1, pardon. C'était l'un des objectifs cette saison? C'était l'objectif du club, effectivement. On était descendu il y a 3 ans, on est resté 5 ans en N1, on est redescendu il y a 3 ans et en fait la nouvelle équipe avait décidé de remettre les objectifs, je dirais, dans un premier temps relativement retrouver la N1 le plus vite possible. Donc pour remercier Donc, ce qui a été fait à 4 journées de la fin, quoi, on va dire. Donc pour remercier vos joueurs d'avoir respecté les objectifs, vous leur offrez un renfort de poids, Monsieur Benoît Perabou. Oui, tout à fait. On est très très content d'avoir Benoît avec nous la saison prochaine. En fait, on a beaucoup travaillé avec Benoît sur le fait de sa venue au club, bien sûr, par rapport aux objectifs futurs, sportifs en tout cas. Et puis par rapport à nos partenaires, hein, comme vous le savez, la société Mediadrop, qui va travailler avec Benoît et j'espère que tout va bien se passer pour eux au niveau professionnel et pour nous au niveau du terrain bien sûr et au niveau du club. Alors justement, comment ça s'est passé? Pourquoi Benoît Perabou et quel va être son rôle au sein de votre effectif? En plus de jouer sur le terrain, j'imagine qu'il va être un peu un encadrant également avec son expérience.
Bah, je pense que voilà, vous avez tout dit, hein. Benoît Perabou, c'est 14 ou 15 années de haut niveau, hein, en LNH, donc effectivement, la rencontre, ça a été, je dirais, tout simple. On a un ami commun. Voilà, je savais que Benoît, on en avait parlé, je crois, sur Internet, que Benoît allait arrêter sa carrière, entre guillemets, professionnelle. Et nous, par rapport à nos ambitions, nous étions en recherche, puisque toute la saison, nous avons été deuxième du championnat et on pensait qu'effectivement, nous allions remonter en N1. Donc, on a commencé notre recrutement relativement tôt. Et Benoît, sachant qu'il allait arrêter sa carrière professionnelle, faisait partie d'un de nos objectifs. Donc voilà, tout simplement, nous sommes rentrés en contact avec lui. Et voilà, on a discuté quelques temps et puis voilà, un partenaire est venu nous rejoindre et nous a dit voilà, nous Benoît m'intéresse et on a réussi à allier le sportif et la reconversion de Benoît. Donc effectivement, pour le club, c'est très très intéressant. Je pense que Benoît va amener son expérience, le haut niveau. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en N1, mais nous allons tout faire pour pérenniser, je dirais, notre équipe en N1 dans un premier temps, et puis pourquoi pas ensuite essayer d'aller un petit peu plus haut. Ça, c'est le budget qui nous le dira d'ici quelques temps, mais aujourd'hui, l'avenue de Benoît, effectivement, c'est faire en sorte de donner une image au handball valdoisien en général et au club de Saint-Gratien en particulier, de faire que voilà, on se structure nous de plus en plus, on continue à se structurer tant au niveau des entraîneurs mais également des joueurs pour la promotion du handball dans notre département. Alors Benoît, je crois que tu voulais... Oui. Moi, ce qui m'a séduit aussi dans le discours et dans ce club, c'est que il y a vraiment toutes les échelles un peu de ce qui se fait avec le pôle d'Aubonne qui est un pôle vraiment de grande qualité qui est juste à côté de Saint-Gratien. Donc il y a vraiment les futures stars du handball français. Ensuite, il y a ce club de Saint-Gratien qui vraiment se met en place. Il y a cette équipe de moins de 18 avec une entente autour de certains clubs périphériques. Donc il y a vraiment toute cette énergie positive à tous les échelons et qui montre que le projet n'est pas uniquement basé sur cette équipe première, cette équipe Fagnon, mais on sent qu'il y a aussi une véritable politique de formation et moi je m'inscris aussi vraiment par rapport à tout l'ensemble et si je peux apporter que ce soit sur l'équipe première ou même dans peut-être des interventions au pôle ou sur les moins de 18, voilà, je m'inscris vraiment dans la globalité et c'est aussi ce qui m'a séduit dans le projet en plus de ce qu'on a dit précédemment avec la reconversion et tout ça. Mais d'un point de vue sportif, c'est vraiment sur tous ces aspects-là que ce projet était pour moi très très intéressant. Il y a intérêt à y avoir du beau jeu à Saint-Gratien l'année prochaine parce que Benoît prône le jeu collectif et les combinaisons et le jeu bien léché. Alors, c'est intéressant. Mais j'y vais pas comme entraîneur non plus. Hein. Ouais. On va faire en sorte qu'il trouve un bon équilibre. Alors, j'y vais comme simple joueur au service de cet effectif. Hein. J'y vais pas pour tout révolutionner non plus. Hein. Oui, complètement. Pour revenir, si vous le permettez, au niveau du club, effectivement, Benoît a raison. On a commencé à structurer le club. Alors, je dis on a commencé, évidemment, mes prédécesseurs également, bien évidemment, qui sont toujours au club, à structurer le club par en dessous. Donc, aujourd'hui, on a 16 équipes qui évoluent dans toutes les catégories au plus haut niveau de leur catégorie, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins de 15, les moins de 17, les moins de 18 en championnat de France, qui malheureusement ont perdu ce week-end à Dunkerque, en 8e de finale. Bon, voilà, c'était un très très beau parcours. Donc voilà, il faut savoir aussi que nos moins de 18, pour parler d'eux, c'est la première équipe, le premier club Saint-Gratien qui n'a pas une équipe en LNH. On finit 10e au classement. Et les 9 équipes qui sont devant nous, ce sont 9 équipes qui ont une équipe en LNH. Donc nous sommes le premier petit club, on va dire, moins de 18. Et voilà, on est en championnat de France pratiquement tous les ans, on a une grosse formation, effectivement, Benoît l'a dit, on est collé au pôle, puisque c'est pratiquement dans le même complexe sportif.
Donc voilà, on peut se permettre, on a des installations qui nous permettent de travailler très très correctement. Et effectivement, le Val d'Oise fait qu'il y a de très bons handballeurs et comme nous sommes un des bons clubs formateurs au niveau de ce département, bah, effectivement, nous avons, on va pas dire les meilleurs, mais en tout cas, de très très bons jeunes qui sont appelés à jouer, j'espère, un jour à un niveau intéressant et même au haut niveau, bien sûr. Alors, à part Benoît Perabou, président, y aura-t-il d'autres recrues? Alors je vous dirais oui, maintenant je peux pas vous en parler aujourd'hui, mais il y en aura une ou deux autres, effectivement, qui viendront renforcer le groupe, donc c'est en bonne voie. Aujourd'hui, on fait confiance à notre groupe déjà, dans un premier temps. On va reconduire, je dirais, tous les joueurs qui nous ont donné satisfaction cette année, parce qu'on a passé une année extraordinaire. On a une équipe extraordinaire, on dirait une bande de copains. Donc tout s'est vraiment très très bien passé. Quand on a commencé la saison, évidemment, on a vu les budgets aujourd'hui en National 2. Quand on a des budgets de 600 000 euros et que vous n'êtes pas du tout dans ce critère-là, on s'est dit, si on était allé 4-5e, ce serait pas mal, malgré qu'on avait l'objectif de monter. Et puis avec cette équipe, on a réussi, ils ont joué le jeu, ils se sont donnés à fond à chaque match. Tous les challenges que l'on a eus, ils les ont relevés. Et voilà, on finit deuxième, et à 4 journées de la fin, on est éligible pour la N1. Donc un grand bravo à eux. Et un grand bravo également à tout le club, bien sûr, parce qu'on a des bénévoles extraordinaires aussi, il faut en parler, parce que dans le handball, les clubs fonctionnent aussi avec beaucoup de bénévoles. Donc on a des bénévoles également extraordinaires. Alors, président, juste pour revenir sur les recrues, est-ce que ça sera des recrues, des recrues un peu à l'image de Benoît Perabou, ou des recrues de Pro D2, de LNH, ou des recrues nationales? Ce sera des recrues qui évoluent en national. Maintenant, le niveau, ça m'ennuie un peu de vous le donner aujourd'hui, parce que vous devez bien penser que effectivement, les joueurs qui sont en contact avec nous et nous avec eux sont également en contact avec d'autres clubs. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour vous donner des éléments. Mais bon, je pense que Benoît aura la primeur de nos futurs joueurs. Donc, je pense que lui pourra en parler un petit peu plus longuement. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour nous. J'aurais du scoop pour vous. Justement, voilà, on va... absolument, Benoît. Mais justement, président, vous me tendez la perche. Le scoop, justement, comment on va faire? Parce que là, président, vous êtes peut-être pas au courant, mais Benoît est très actif. Il est président de la radio RTS, et tout à fait. Et en plus, tous les lundis, à l'image de Sébastien Mangin et de Michael Hille, il est au micro de cette émission. On ne va pas, on peut pas s'en passer, surtout les auditeurs. Enfin bon, entre nous, les auditrices aussi. Mais comment on va faire? Alors, faudra négocier là, président. Voilà, je crois que Benoît effectivement, sur le ton de la boutade, m'a déjà dit qu'effectivement, il ne pourrait peut-être plus présenter son émission. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va faire les choses dans l'ordre. On va voir Benoît, on va signer son contrat. Et puis Benoît va rencontrer son futur employeur également, il va signer son contrat, et je pense qu'une fois que tout sera calé, je pense que Benoît pourra, en fonction des entraînements, participer encore à votre émission. Mais on va faire les choses dans l'ordre pour l'instant. Pardon ? Il faut un avenant au contrat. Oui, on n'est plus. Effectivement, ça sera un avenant à la convention, on va dire. Voilà, tout simplement, parce qu'on n'est pas professionnel et aujourd'hui, je crois que Benoît avait aussi envie de retrouver ça, après 15 ans de haut niveau. Je pense que là, il va retrouver. On va dire, on est au plus haut niveau amateur, mais voilà, ça reste amateur et aujourd'hui, même si on a de grandes ambitions pour ce club et pour le département, j'entends, Benoît va retrouver quelque part, je vais dire, une famille. Donc, je pense qu'on va passer une très très bonne année et on va tout faire pour que Benoît et les joueurs qui vont nous rejoindre, ceux qui sont déjà là, bien sûr, passent une année comme on a passé
cette saison 2012-2013, bien sûr. Bah écoutez, on l'espère pour vous, Président. Dernière petite question. Vous parliez tout à l'heure d'objectifs. L'objectif l'année prochaine, c'est pas la Pro D2 parce que financièrement parlant, ça va être compliqué pour Saint-Gratien. Oui. Aujourd'hui, on fonctionne par étapes. Tout le monde travaille beaucoup dans le club. Je voudrais également le souligner, tant au niveau des budgets qu'au niveau du sportif, hein, c'est clair. On travaille un peu sur les deux fronts. On est ambitieux, c'est clair. Je vous cacherai pas que si on avait l'entrée, on dirait pas non. Maintenant, effectivement, au niveau budget, je crois qu'il faut pas griller les étapes. Il faut travailler tranquillement et pérenniser notre accession en N1. Et puis après on verra si on a les capacités de le faire. On le fera, c'est clair. Maintenant, on va remonter et on va essayer de continuer à bien travailler. Eh ben écoutez, merci Président. On vous souhaite une excellente saison l'année prochaine avec notre Benoît Pérabou national, hein, et on espère vivre avec vous parce qu'on va en parler forcément de Saint-Gratien. On va suivre ça tous les lundis et puis au plaisir de vous avoir encore une nouvelle fois dans notre émission tous les lundis. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité et puis écoutez, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci Président et puis merci à vous, très bonne soirée. Au revoir Benoît, bonsoir. Au revoir Président. Ciao. Eh ben voilà, écoute Benoît, on en sait un peu plus sur ton avenir. J'imagine que c'est une petite page qui se tourne comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Benoît. Exactement, oui. On va arriver sur d'autres modes d'entraînement, de fonctionnement, mais voilà, c'est pas pour me déplaire. Je suis déjà préparé à tout ça. J'ai déjà vécu ça en début de carrière, donc c'est une transition tout à fait normale. Alors, Mika, surpris peut-être par le choix de Benoît, non? Un peu surpris parce qu'il voulait la mer. Je sais pas s'il y a la mer à Saint-Gratien, mais sinon, non, c'est ce type de projet qu'il recherchait. Donc, je vois pas pourquoi il irait pas dans un club de ce type. Allez, on va parler de la Ligue des Champions, messieurs, ça enchaîne avant de parler de la Pro D2 avec Sébastien Mangin. Et pour la Ligue des Champions, on a fait appel à celui qui nous fait les articles sur le site de Handé. Vous pouvez retrouver. Sébastien Ripstein est avec nous et on va parler de Final Four et on va voir un peu les parcours des différentes équipes encore en lice. Et je vais vous demander, messieurs, hein, Mika et Ben, savoir un peu, avoir votre opinion sur le vainqueur potentiel de cette Ligue des Champions. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Alors Seb, merci d'avoir franchi le pas entre guillemets entre l'écrit et l'oral. Alors on va parler un peu de toutes ces équipes en lice. On va commencer par les clubs allemands qui sont vraiment en vert dans les sports collectifs, hein. On vous le rappelle en finale de la Ligue des Champions de foot. Là, il y a Final Four, il y en a deux. On va commencer par Kiel. Justement, Sébastien, Kiel, comment ça se passe? Est-ce que Kiel a les moyens de gagner cette Ligue des Champions? Est-ce qu'ils ont eu des passages difficiles pendant cette lutte justement pour arriver jusqu'à la Ligue au Final Four? Et aussi un petit point sur les Français, Narcisse Omeyer peut-être un peu en difficulté en cette fin de saison. Enfin, Omeyer en difficulté, oui, mais bon, moi je me fais pas trop de soucis pour Titi, personnellement, le connaissant. Après, oui, bon, c'est vrai que Kiel, quand tu regardes le bilan, on va dire, jusqu'à présent, mon premier tour, déjà, ils avaient 8 victoires, 2 défaites. Bon, pas trop surprenant la défaite à Veszprém, c'est la Cellier un peu plus, mais bon, sans conséquence. Après, bon, quart de finale contre Moscou, ils ont perdu de 2 buts, mais sans conséquence non plus vu le retour. Après, bon, où ils m'ont impressionné, franchement, c'est en quart de finale à Veszprém. Là, ils ont vraiment été impressionnants, quoi. Alors, Daniel Narcisse, on a parlé de Thierry Omeyer, c'est vrai qu'on l'a vu un peu en difficulté lors du dernier match. Par contre, un Daniel Narcisse qui a l'air d'avoir retrouvé tout son talent. Moi, je dirais même, tu vois, Daniel Narcisse au top, parce que j'ai eu la chance de voir les 2 matchs et vraiment décisif. Hein. Il marque le but victorieux au match aller, au match retour, il marque seulement 2 buts, mais il faut voir l'excellent travail qu'il a fait aussi bien offensivement que défensivement. Je veux dire, il a vraiment été pour moi l'artisan de la victoire en Hongrie. Alors, je sais pas si tes collègues diront la même chose que moi, mais pour moi, il a vraiment été décisif à ce niveau-là, quoi. Aussi, autant décisif que peut l'être un Jisha ou un Marco Bouyin, qui ont été aussi très très bons. Messieurs, un petit mot sur Daniel Narcisse qui a l'air de retrouver un peu son niveau qu'il n'avait pas malheureusement pour l'équipe de France en championnat du monde.
Oui, comme tu dis, il n'avait pas au championnat du monde, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le seul moment de la saison où il n'a pas été bien, parce que pour suivre un petit peu les matchs de Kiel sur ma chaîne sport et sur Beansport, je trouve qu'il est quand même très au-dessus du lot et qu'il apporte beaucoup à cette équipe de Kiel qui parfois a eu quelques problèmes contre Veszprém. Il a amené cette force de percussion que n'a pas forcément Palmarsson quand il le remplace. Donc, je pense que il va vraiment leur manquer l'année prochaine et j'espère qu'ils vont recruter en conséquence. Ouais, là, il a vraiment un rôle complètement décisif. Il est autant offensivement que défensivement. Il est capable de jouer devant. Il a l'air de vraiment s'épanouir dans cette équipe et ouais, de resplendir vraiment. Et il donne une vraie plus-value avec toutes ses qualités. Et c'est vrai que on aimerait le retrouver avec autant de réussite avec l'équipe de France, c'est certain. Alors, Sébastien, Kiel, tu les mettrais en quelle position? Donc, sachant qu'il y a quatre équipes en Final Four, tu les mettrais en quelle position, toi, pour remporter ce trophée tant désiré par toutes les équipes? Ben, pour te répondre, franchement, le cœur, comme je suis alsacien à la base, et ça on a pu l'entendre, irait pour Kiel, vu qu'il y a Titi et Daniel, mais pour moi, personnellement, Barcelone, je les mets quand même au-dessus, en tant que favori du Final Four. Pour ceux ici en finale et pour remporter, je vois Barcelone en premier, Kiel deuxième. Eh ben, écoute, on va demander à la fin de ton intervention à Mika et Benoît un peu leur avis. Bah justement, parlons de cette équipe de Barcelone, maltraitée contre l'Atlético Madrid au match aller. Ils sont bien repris au match retour. Ils sont qualifiés pour le Final Four par rapport à l'année dernière. Ça change un peu. Barça, vraiment, peut aller jusqu'au bout alors. Ah, Barcelone peut vraiment aller jusqu'au bout et moi je trouve que l'exploit qu'ils ont fait, parce qu'on parle beaucoup de l'exploit qu'il a fait à Veszprém en gagnant en Hongrie, puisque c'est assez rare, mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu à Madrid de 5 buts, et surtout quand tu as vu le match, de voir à quel point ils ont été dans l'incapacité de marquer, ils se sont cassés les dents sur la défense, sur Ombrados pendant 60 minutes, et de voir que même avec seulement 20 buts de marqués, ils ont réussi à faire exploser les Madrilènes au retour au Blaugrana. Bon, ok, sans Xavier Barrachet, mais cette démonstration de force des Catalans m'ont vraiment impressionné. Ils ont pour moi un banc complet, des joueurs vraiment au-dessus du lot. Quand on voit la performance des deux gardiens, que ce soit Arpad Sterbic ou Saric, quand tu as un qui est pas bon, c'est l'autre qui prend le relais. Donc pour moi, ils sont vraiment. En plus, on parle de Victor Thomas qui actuellement, que ce soit en championnat et même bon, malgré la défaite en Copa del Rey là, ce week-end, on voit Victor Thomas exceptionnel. Donc pour moi, Barcelone, ils ont vraiment les armes pour pouvoir aller au bout. Barcelone, messieurs, un petit avis sur cette équipe. C'est vrai qu'elle a réalisé une belle prestation au match retour face à l'ancienne équipe de Lucas Ballot. Ouais, c'est une équipe qui est, comme le disait Sébastien, qui est vraiment très très complète avec un gros banc. On sent une véritable machine à gagner et tous les joueurs sont vraiment très impliqués. On voit Sorando avec un rôle vraiment prépondérant dans cette équipe au niveau défensif. Il a vraiment pris ses marques sur ce point-là et on sent que dans cette équipe rien n'est laissé au hasard et que leur objectif vraiment ultime c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions. Donc ils ont on va dire peut-être le meilleur tirage par rapport à cette demi-finale, même si Kielce a tout fait pour avoir une équipe très très compétitive pour la Ligue des Champions. Malgré tout, les deux autres équipes sont aussi de très haut niveau, donc peut-être un petit avantage à Barcelone sur la demi-finale. Et après, tout va se jouer dans peut-être la débauche d'énergie de la demi et surtout celui qui aura le plus envie d'aller la chercher. Mais c'est vrai que Barcelone fait vraiment vraiment un effectif et un jeu vraiment absolument très très remarquable pour bien finir cette compétition. Moi, je suis un peu plus mitigé que vous deux. Je trouve que sur le poste d'arrière droit, ils sont quand même assez limités. Montoro, qui est un gros tireur, mais qui dès qu'il est un peu touché, est très en difficulté et a du mal à faire vivre le ballon. L'autre arrière droit, je crois que c'est Gourbindo qui s'appelle. Bon, lui, au contraire, ça joue un peu plus au handball, mais c'est moins physique, ça tire pas beaucoup de loin. Et pour remplacer Rutenka sur la base arrière, je suis pas encore super fan de Aguinez Zabalaga, là.
Aguirre Zapalaga, oui, c'est ça. Ouais, parfois des bons matchs, parfois qui passent un peu au travers. Alors par contre, ils ont une grosse paire de demi-centres et des très bons ailiers droits. Et pareil, sur l'aile gauche, Stranovski, je suis un peu moins fan qu'à l'époque où il y avait Ugalde qui pèse un peu plus dans le jeu. On a pu le voir à Veszprém, qui n'est pas simplement un finisseur. Stranovski, j'ai l'impression que c'est vraiment un finisseur et qui apporte pas plus que ça au collectif. Donc même si je suis catalan et que mon cœur est au Barça, j'ai peur qu'en Allemagne, qu'il soit difficile à battre. Eh ben justement, on va parler d'une autre équipe allemande, Hambourg, l'ancienne équipe des Frangins Gilles. Justement, Hambourg, Sébastien, qu'est-ce que peut espérer cette équipe face aux ogres qu'on vient d'en parler, hein, Barça et Kiel? Bah, déjà, Hambourg, ils ont quand même l'avantage, je dirais, de jouer aussi en terrain conquis puisqu'ils sont chez eux, quoi, presque, puisque ils jouent en Allemagne, ça peut aussi jouer. En plus, ils connaissent très bien Kiel, même si bon, quand on regarde les confrontations directes en championnat, Kiel est supérieur, mais après, je pense que sur une demi-finale, la motivation sera la même. Donc, à mon avis, ça peut jouer peut-être sur des détails. Mais bon, moi, ce qui me fait un peu plus peur au niveau d'Hambourg, c'est de voir que bon, ils ont quand même terminé. Ils sont ici relativement correctement jusqu'en demi-finale. Après, on va dire, c'est un peu les performances en dents de scie, quoi, de cette équipe. Voilà, pas mal de personnes se sont posé la question, justement, par rapport à certaines défaites, quoi, de voir s'ils pouvaient maintenir leur niveau de jeu pendant 60 minutes, parce que c'est ça leur gros problème actuellement, quoi. Surtout qu'ils ont quand même perdu, bon, Dan Beutler, comme on l'avait dit la dernière fois, mais ils ont quand même un bon gardien avec Johannes Bitter, qui surtout actuellement est vraiment exceptionnel. Donc, ils peuvent jouer un coup, mais je pense franchement que Kiel est au-dessus par rapport à leurs prestations en général. Alors, on a parlé un peu de leurs faiblesses, leur irrégularité, mais est-ce qu'il y a des points forts dans cette équipe? Bah, les points forts, comme je te l'ai dit avant, il y a déjà Johannes Bitter qui, depuis qu'il est revenu de blessure, pour moi, je le suis en Bundesliga et en Ligue des Champions, et qui est assez régulier actuellement, qui fait vraiment de gros matchs. Et je pense que s'il est en état de forme, ça peut changer aussi pas mal de choses. Après aussi, ils ont des points forts avec les joueurs qu'on connaît, les anciens, mais qui ont toujours aussi, pour moi, qu'un joueur que j'adore à titre personnel, c'est Hans Lindberg, qui franchement est un super ailier. Après, ils ont aussi, comme tous les Allemands, une défense assez rugueuse. Et bon, voilà. Et Max-Henri Hermann également, qui sera dans cette équipe, qui sera au Final Four. On l'a reçu la semaine dernière, hein, le deuxième gardien de Hambourg. Donc à noter aussi, on parle beaucoup de Narcisse et Thierry Omeyer, mais il ne faut pas oublier Sorando du côté de Barcelone, mais Max-Henri Hermann. Donc voilà, quelques Français quand même qui seront sur le terrain. Donc Hambourg, voilà, va avoir peut-être des difficultés. Tu les mettrais dernier, peut-être devant Kielce? Seb? Oh, disons que moi, j'aurais une petite préférence pour Kielce devant Hambourg, puisque Kielce, c'est une équipe que j'ai suivie et que j'aime vraiment beaucoup. Mais après, disons que Hambourg, oh non, Hambourg, je les vois terminer dernier, oui. Alors justement, cette équipe de Kielce qui s'est hissée à cette Final Four qui se déroulera en Cologne, hein. C'est bon de le savoir aussi, hein, terrain conquis comme tu l'as dit pour Kiel et Hambourg. Kielce, comment est arrivé au Final Four Kielce? Est-ce qu'ils ont eu des petites périodes assez délicates en quart ou en huitième et un peu les forces et les faiblesses de cette équipe? Kielce, c'est un peu la belle surprise, parce que tu me disais hors antenne la dernière fois, on parlait un peu des tops et des flops de cette Ligue des Champions, et franchement, Kielce, c'est vraiment la belle surprise de cette Ligue des Champions. Avec un bilan, ben écoute, hein, c'est la seule équipe qui a réussi à aligner 10 victoires consécutives au premier tour. Hein. Ils étaient dans le groupe C. Bon, beaucoup de spécialistes diront que c'était le groupe le plus faible de tous, mais quand même aligner 10 victoires contre des équipes telles que le Metalurg Skopje, par exemple, faut le faire quand même. Hein. Surtout avec certains joueurs peut-être un peu vieillissants, mais avec une belle ossature, avec un entraîneur que j'aime beaucoup qui est Bogdan Venta. Donc franchement, ils n'ont pas eu beaucoup d'accros dans cette compétition. Une petite défaite à Szeged, au PIC Szeged, d'un but. Mais sinon, victoire au retour et en quart de finale, une démonstration face de nouveau aux Macédoniens de Skopje, avec une victoire notamment au retour, large victoire 26-15 avec j'ai vu le match d'ailleurs, une superbe démonstration, que ce soit offensive ou défensive des Polonais. Et c'est une équipe qui peut créer la surprise, mais comme disait Benoît ou Mika, je ne sais plus, ce qui leur fera du mal, c'est la différence de banc, tout simplement. Alors messieurs, est-ce que Kielce et Hambourg, hein, Benoît et Mika, peuvent créer la surprise? Benoît, Mika? Non, 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 moi je suis assez d'accord avec Sébastien.
Je trouve que bon, l'effectif d'Hambourg, moi, m'impressionne. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont pas plus performants que ça, parce que quand tu regardes poste par poste, c'est quand même assez impressionnant tous les joueurs. À l'aile gauche, c'est très fort, à l'aile droite, c'est très fort. Les arrières gauches, ils ont deux arrières gauches que beaucoup d'équipes doivent leur envier quand même. Pascal Heinz et Laskovic. Demi-centre Douvniak, c'est un des meilleurs demi-centres actuellement. Quand il sort, il y a Mimi Kraus, mais qui est en train de revenir à un bon niveau quand même. Il y a des bons pivots, alors peut-être qu'il leur manque, ce serait un défenseur exclusif. C'est vrai qu'ils ont pas de coupeur de tête à l'image d'un Rogic ou c'est peut-être le seul point négatif que je trouverais à cette équipe. Alors après, qui le sait, je dois avouer que depuis les phases allées de Ligue des Champions, j'ai pas trop suivi, je me rappelle même plus trop les joueurs qui jouent là-bas. Je sais que c'est beaucoup de joueurs de l'équipe de Pologne. Je crois qu'il y a Biliki, il y a Rappelle-moi, Sébastien, s'il te plaît, les joueurs un peu de cette équipe. Bah, dans les buts, tu as Slavomir Šmal, tu as le gardien croate qui était champion olympique en 96, pour ceux qui s'en rappellent, le Venio Lozert. Tu as aussi Gregor Tačić, l'ancien demi-centre. Tu as une belle petite équipe, le croate Buntic, le gaucher croate Buntic. Et en pivot, tu as le Serbe Stojkovic. Ah oui. Et sur l'aile, tu as là, le nom m'échappe, aussi un croate, puisque c'est une connaissance de l'Est, Manu Strelec. Ah, Sterlek, ouais. Ouais, Strelec, comme on dit en croate. Et voilà, donc ils ont un beau petit set de base, on va dire. Ouais. Une belle équipe, cette équipe de Kielce. Bah écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça devrait se jouer entre Barça et Kiel. Donc une petite finale Kiel-Barcelone vous régalerez, j'imagine, messieurs. Ça serait vraiment, entre guillemets, un exploit si Kiel ou Hambourg créait la surprise, Benoît. T'as pas entendu sur ce petit sujet? Oui, j'ai eu un problème de connexion et je vous ai un peu perdu, donc je m'en excuse, mais oui, je pense que logiquement, on se déroulerait vers une finale Barcelone-Kiel avec voilà, ce qui se fait, je pense, de mieux en ce moment au niveau du handball européen. Et en espérant, pourquoi pas l'année prochaine, voir une équipe française se mêler un peu au Final Four, qui se dire... Il y a un petit... Pareil pour Paris, avec l'arrêt de Didier Dinard, il va falloir qu'il trouve quand même quelqu'un qui a le niveau Ligue des Champions pour tenir la défense, et pour l'instant, ils l'ont pas, je trouve. Ça, c'est évident. Ça, c'est une certitude pour moi aussi. Et je pense qu'ils en sont conscients parce qu'on les entend déjà annoncer certains noms comme Laszlo Nagy ou Nicolas Karabatic, parce que il semble que sur ce poste numéro 3, même si Ibrahim Dio fait une très très belle saison au niveau européen et surtout de la Ligue des Champions, un suppléant va être un peu léger en Ligue des Champions. Oh oui, non, mais c'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord. Donc affaire à suivre du côté de Paris. Je vous rappelle, le 1er juin à Cologne se déroulera justement. C'est ce Final Four, donc on espère vous faire vivre ça du côté de Handé avec des interviews exclusives. Mais quoi qu'il en soit, Sébastien nous refera vivre un peu comment s'est passé ce Final Four le 1er juin dans Handé. Merci Sébastien d'avoir été avec nous pour ta première. Félicitations. Merci, c'était un plaisir. Et j'aimerais juste rajouter un petit truc pour Mika. Si tu parlais d'un défenseur exclusif à Hambourg, tu as peut-être oublié Mathias Flor, qui est un peu, on va dire, le défenseur de cette équipe. Il défend pas en 3 centrales, c'est pas un coupeur de tête, c'est un très bon défenseur, mais il défend en 2, c'est pas forcément... tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, mais parce que moi, de toute façon, pour que tu n'y aies pas pensé à lui, c'est qu'il devait pas être... à tes yeux exceptionnel, mais bon, je me suis c'est un excellent joueur, il est très efficace à l'aile et en défense, il est quasiment impassable en numéro 2, mais c'est plus quelqu'un pour vraiment gérer la défense et gérer les gros pivots au centre, quoi. Affaire à suivre, tout ça. Donc, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Puis, on se retrouve pour une page Ligue des Champions dans la prochaine émission. Ok, avec plaisir. Allez, au revoir tout le monde. Merci Sébastien. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Voilà, un petit spécialiste Ligue des Champions pour nous parler un peu de tout ça. Toujours important aussi de se renseigner de ce qui se passe du côté de la Final Four, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'équipe lycée française au Final Four. On l'espère l'année prochaine avec pourquoi pas Paris,
C'est même jamais arrivé, je crois, puisque le Final Four, c'est que depuis 4 ou 5 ans, et il n'y a jamais eu d'équipe française. Donc, Oui, il y a Montpellier qui a gagné la Ligue des Champions, mais ça n'existait pas encore le Final Four, exactement. Alors, on a une petite question sur le chat de Manup. Je ne sais pas si tu connais, Benoît, mais elle s'adresse à toi. Benoît, tu pars de Karabatic à Paris, info ou intox? Je pense que ce sera. Je pense qu'il y a réellement des tractations, mais je pense par contre que l'issue, voilà, il n'y aura pas d'issue favorable à sa venue à Paris. Alors, sachant que Nicolas nous a en direct il y a peut-être un mois de cela, nous a confirmé qu'il ne jouerait pas en LNH la saison prochaine. Ouais, mais c'était il y a un mois. Paris ne s'était pas du tout manifesté comme vrai. voulant avoir Nico. Là, il va y avoir probablement une offre de fait par Paris. Maintenant, c'est peut-être un petit peu tard. Nico est déjà avancé dans pas mal de négociations avec d'autres clubs. Maintenant, c'est sûr qu'on sait que les Qataris sont capables de mettre la main à la poche et de faire de l'exceptionnel. Donc, si le contrat est exceptionnel, peut-être qu'il se sentira obligé de signer là-bas parce que le projet reste quand même très intéressant. Et mais comme tu le dis, il faut vraiment que le contrat soit exceptionnel parce que eux-mêmes se sont proclamés déjà au mois de janvier comme quoi ils souhaitaient pas faire venir Nicolas chez eux parce qu'il était engagé dans des affaires et autres. Et donc ce retournement de situation me paraît un petit peu ouais. C'est peut-être aussi un coup de pub, t'as raison, on n'en parle plus trop, là on en a parlé pour le titre, on n'en parle plus trop en ce moment, et on sait ils aiment quand ça parle d'eux, que ce soit en bien ou en mal, donc c'est sûr qu'ils veulent faire de l'exceptionnel et qu'il y a sans doute un gros coup de pub aussi là-dessous. Et pareil, hein, affaire à suivre. On espère avoir la primeur d'Andé d'avoir le nouveau club de Nicolas Karabatic annoncé du côté de Barcelone notamment, de Paris en tractation. C'est vrai que voilà, tout le monde s'arrache le joueur d'Aix en Provence. On va passer en Pro D2. Mika, il y a eu pas mal de choses. Je sais que tu dois nous quitter. Bah écoute, Mika, on va te remercier et on te retrouve la semaine prochaine. Ce fut bref mais intense. Ce fut bref mais à la intense. semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mika. Merci et passe une bonne soirée. Donc voilà, bah écoutez, on va jongler de terrain en terrain et on va parler maintenant du terrain de la Pro D2 après la LNH, après la Coupe de France et la Ligue des Champions. Place à la Pro D2 et pour la Pro D2, il n'y en a qu'un. C'est Sébastien Mangin. Et ça rime en plus, Benoît, tu vois, j'ai même pas fait exprès. En fait, elle est pas mal, celle-là. Très bien, garde-la. Il faut juste que je lui dise quand il est là, parce que je suis un peu perdu avec tout ça. Et bah écoutez, c'est de l'humour et après il faut assumer. Hein. Bah voilà, donc si toi, Benoît, tu pouvais le rajouter dans la petite conversation là, sur Skype, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment, messieurs, on va en parler, l'arrivée de Pascal Mahé au sein du staff de Chartres en tant qu'entraîneur. Donc c'est du lourd quand même, il faut le dire. C'est quand même un ancien bargeot qui était du côté de l'Allemagne, je crois. Donc on va en parler un peu avec Sébastien qui a dû nous rejoindre. Bonsoir Seb. Bonsoir à tous. Alors Seb, tout d'abord, j'ai envie de te dire félicitations, hein, applaudissements quand même, parce que là tu le mérites. Hein, voilà, l'objectif atteint par le club, c'était arriver jusqu'au play-off. Et bah c'est fait ce week-end. Félicitations à toute ton équipe. Bah merci, c'est gentil. Je transmettrai à ceux qui n'écoutent pas ce soir. Bon, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est une bonne chose de faite. C'était pas forcément évident d'annoncer les playoffs et d'y arriver. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents et on a réussi à le faire. Donc c'est bien. Maintenant, on a envie de bien figurer dans ces playoffs et pourquoi pas d'aller chercher un petit peu plus loin que l'objectif qui était fixé initialement. Eh ben écoute, on parle beaucoup de Chartres parce que là, c'est tombé il y a quelques heures le nom du futur coach. De ton futur coach, Pascal Mahé, c'est pareil, c'est un nom quand même qui espère entrevoir vraiment un beau projet du côté de Chartres. Hein. Bah oui, ça vient effectivement, c'est tombé cet après-midi là, donc
Bah oui, moi j'ai le souvenir de Pascal Mahé, surtout en tant que joueur, quand j'étais gamin. Premier souvenir avant les JO de Barcelone, tout ça. Les Barjots. Donc voilà, les barjots, effectivement. Donc un barjot de plus qui entraîne des collectifs. Voilà, après, nous, la saison n'est pas terminée, donc c'est un peu difficile d'en parler. On est encore bien impliqué dans le projet qui est le nôtre cette saison. Et justement, faut pas oublier non plus, la saison n'est pas finie, mais l'excellent boulot de Benoît Guillaume. Ouais, c'est un peu là que je voulais en venir, hein, c'est que l'objectif qui était fixé à l'équipe et qui était donc fixé aussi à Benoît Guillaume, c'était d'atteindre les playoffs et ça a été réussi. Donc, quand tu disais coup de chapeau à mes partenaires, j'ai envie d'inclure, enfin, forcément, d'inclure aussi Benoît là-dedans, enfin, et puis tout le staff, hein, d'ailleurs, avec qui il travaillait. Donc voilà, donc la saison n'étant pas terminée, nous on est encore à fond dans cet objectif. Là, on sort de l'entraînement, tout le monde est super motivé. Benoît tout autant que tout le monde, et on a envie de montrer qu'on n'a pas tout donné encore cette saison. Eh ben écoute, on va parler un peu de ce match face à Angers. C'est le match qui permet à Chartres de jouer les playoffs. Petite question avant de parler, c'est une question personnelle pour toi. C'est Manup du chat qui nous demande à quand un retour à Tremblay. Il nous manque le blond, donc c'est sûrement quelqu'un qui... Voilà, je sais pas. Je pense que là, maintenant, c'est terminé. Par contre, je reviendrai volontiers pour voir tous les membres du club et tout, mais bon, pour jouer, je pense que c'est terminé maintenant. Je suis trop vieux pour trembler. Trop vieux pour trembler, comme notre ami Benoît Perabou. Allez, on va enchaîner. Chartres-Angers. Alors là, voilà, super victoire, 37-29. Bah ouais, on a fait, vulgairement, je dirais qu'on a fait le boulot. Angers était quand même venu sans pression, donc c'est pas facile, hein. On verra par la suite que Gonfreville a créé l'exploit, pareil, sans pression. Donc on a fait un début de match sérieux, un début de match engagé, avec la carotte au bout des playoffs, et puis avec aussi l'envie de bien faire devant notre public qui nous avait régalé la semaine précédente contre Vernon en faisant le déplacement. On est rentré dans le match correctement, on mène de 3 buts à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, on avait une profondeur de banc un peu plus importante que Angers, qui a quelques soucis d'effectifs, notamment à cause des blessures. Et du coup, ça s'est un petit peu ressenti sur le milieu de la deuxième mi-temps. On a fait un écart et puis ils n'ont pas réussi à revenir. Et puis bon, toujours pareil, hein, contre ce genre d'équipe qui ne joue plus grand-chose dans le championnat, si on arrive à faire un écart, ils n'ont plus forcément trop de raisons de s'accrocher. Et on a su le faire au bon moment et pour s'éviter une fin de match trop stressante comme la semaine précédente contre Vernon. Alors justement, pour Chartres, l'objectif est peut-être la 4e place également. Est-ce que ça changerait quelque chose au niveau des playoffs? Ouais, tout à fait, ouais, si. Du coup, effectivement, l'objectif de la 4e place est encore possible dans la mesure où on est à un point de Massy et qu'il reste un match. Si on finit 4e, on n'aura pas l'avantage du terrain, mais par contre, on jouera contre Dijon plutôt que contre Mulhouse. Après, bon, c'est 2 grosses équipes. Ouais, Seule différence, c'est que cette saison, on a perdu 2 fois contre Mulhouse, alors qu'on a gagné 1 fois contre Dijon et perdu chez eux. Donc, Dijon est quand même une équipe qui, sur cette saison, j'ai envie de dire, même s'il y a eu que 2 matchs, hein, c'est quand même une équipe qui nous réussit mieux que celle de Mulhouse, puisque Mulhouse, on avait à domicile notamment essuyé un 9-2 en première mi-temps. Enfin bon, donc c'était assez compliqué et le match à Mulhouse avait été aussi compliqué. Alors donc le play-off, ça serait pour l'instant, je dirigerais vers un Chartres-Mulhouse du côté de Chartres. C'est ça, le premier le mercredi 15 et le retour à Mulhouse le samedi 18. Pour l'instant, mais bon, nous, en tous les cas, il nous reste un match à Besançon et on y va pour le gagner dans la mesure où si derrière Angers arrive à battre Massy, on finirait 4e et on serait dans la perspective d'affronter Dijon. Et donc pourquoi pas. Et justement, un Massy qui s'est incliné à domicile sur son terrain face au bon dernier de cette Pro D2, Gonfreville, 26-27. Surprise quand même. Ouais, c'est une grosse surprise. Massy qui effectivement avait fait match nul il y a 15 jours contre Nancy, à domicile déjà, donc qui avait partagé les points. Qui est quand même sous la menace encore de Chartres par rapport à cette 4e place, donc il y a une certaine pression. Ils ont quand même été toujours présents cette saison, même sous la pression. Et du coup, ils ont perdu contre Gonfreville, un dernier but
de Benoît Mallet à la fin qui permet à Gonfreville de l'emporter. Gonfreville qui finalement n'a jamais été aussi bon que maintenant qu'ils sont relégués en N1. Ils jouent sans pression. Donc Massy a perdu aussi, au-delà du match, ils ont aussi perdu la possibilité d'aller chercher la 3e place qui donne quand même l'avantage du terrain puisque maintenant ils ne peuvent plus rejoindre Dijon. Donc je le disais tout à l'heure, Angers la semaine prochaine recevra Massy. Donc Massy aura quand même la pression de Chartres derrière. Et puis Gonfreville qui va recevoir Semur et qui a un petit challenge, j'ai envie de dire, un petit challenge moral. S'ils battent Semur lors de la dernière journée de plus de 11 buts, ils laisseront leur place à Semur, la place de Lanterne Rouge, dans la mesure où au match aller, Semur l'avait emporté chez eux de plus 10 et qu'il y a encore un différentiel de 2 points entre les deux équipes. Donc Gonfreville peut éviter cette place de dernier. Ça peut être un bon challenge pour eux pour leur dernier match à domicile. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça s'est bien décanté en Pro D2 parce qu'on connaît les deux qui vont être relégués en National 1, mais également le champion. Et le champion, on n'en doutait pas, c'est Nîmes qui a explosé Dijon à domicile. Les Nîmois, champions de France et de Pro D2 et rejoindront la LNH avec Damien Wag notamment, ton ancien partenaire Benoît. Et puis également Paul Mariou, je crois, qui a signé 3 ans également du côté de Nîmes. Donc Nîmes, champion de Pro D2, c'est pas réellement une surprise, mais belle perf quand même de Nîmes. Bah ouais, ils ont fait un premier quart d'heure qui a été à sens unique, avec ils ont complètement étouffé les Dijonnais. Alors moi, de ce que j'ai pu en lire, Denis Latou s'est quand même plaint de l'arbitrage. Il a notamment dit que cette soirée était programmée pour sacrer Nîmes champion et que donc l'arbitrage était aussi programmé selon les dires de Denis Latou. Bon, en plus Dijon était diminué. Ensuite, ajouter à cela un carton rouge pour Redey qui est quand même l'artificier de Dijonnais, puis une blessure à la lèvre de Cure et enfin une blessure à la main de Portefeuille a fini d'achever un groupe de Dijon qui s'était déplacé à 9 joueurs de champ. Donc c'était quand même difficile, surtout devant l'armada nîmoise qui retrouvait Damien Skasianoc qui a fait un super match avec 10 buts. Et puis un Parnasse chauffé à blanc qui a donc mené son équipe vers le sacre. Nîmes maintenant est sûr de terminer premier. À signaler quand même que Nîmes à l'heure actuelle a 67 points et que en cas de victoire la semaine prochaine, ils vont se déplacer à Mulhouse. En cas de victoire la semaine prochaine, ils se retrouveront avec 70 points, ce qui serait le meilleur nombre de points depuis le passage à 14 de la Pro D2, donc depuis 2008. Pour signaler, par exemple, Aix avait fini la saison dernière avec 69 points. Voilà. Donc, la semaine prochaine, donc je le disais, Nîmes se déplace à Mulhouse avec finalement, à part ce petit challenge de nombre de points, plus rien à jouer, sachant que Nîmes sera sûr de finir premier et Mulhouse sera sûr de finir deuxième. Par contre, Dijon recevra Vernon et sera un petit peu dans la même configuration, puisque Vernon est sûr de finir sixième et Dijon est sûr de finir troisième. Ces deux rencontres-là, on peut vraiment dire qu'elles se jouent pour pas grand-chose, dans la mesure où les places ne pourront plus être changées pour ces 4 équipes-là. Ouais, alors pourquoi Nîmes est champion? Bon, mis à part sa victoire, il fallait aussi une défaite, et la défaite de Mulhouse à Valence 31-29. Bah ouais, défaite surprenante. Aussi. Mais au vu des résultats de Valence ces dernières semaines, on pouvait imaginer effectivement que le deuxième de Pro D2 pouvait être accroché chez les Dromois. Puisqu'il faut rappeler quand même que juste avant la petite trêve de 15 jours, 3 semaines, Valence avait battu Nîmes, même s'ils étaient diminués, mais ils avaient battu Nîmes, d'ailleurs la dernière défaite de Nîmes. Et Mulhouse prépare ses playoffs tranquillement, j'ai envie de dire. Ils sont quand même sûrs de finir deuxième avec la défaite de Dijon. Bon, une victoire aurait sûrement été plus bénéfique pour les Mulhousiens à l'orée de ces playoffs, mais on sait qu'ils sont quand même capables de hausser leur niveau de jeu quand il le faut. Et donc on doute pas de leur capacité à réagir. Il leur reste un match, et quel match pour se préparer à la rugosité des playoffs, puisqu'ils affrontent Nîmes, comme je le disais précédemment. Valence qui continue son petit bonhomme de chemin. Finalement là ils sont quand même 8e. C'est quand même bien c'est quand même très bien même pour un promu. Et la semaine prochaine ils se déplaceront à Nancy pour essayer d'accrocher une place d'honneur. Et il y a aussi un autre match, et ça a dû être un match vraiment pour les cardiaques à ne pas regarder. Istres-Nancy, il fallait une victoire pour Istres pour se sauver, ça a été le cas. 24-23, Istres s'en est fallu de peu, mais restera en Pro D2 l'année prochaine.
Bah ouais, grâce à cette victoire, Istres se sauve et non sans mal, hein, puisque même si Nancy était venu à 9 joueurs de champ, ils ont quand même vendu chèrement leur peau au vu du score et du déroulé du match. À noter de part et d'autre deux bonnes parties de gardiens. D'un côté, Andry qui a fait une belle partie et de l'autre côté, Kevin Bonnefoy ont souligné la semaine dernière l'importance de son retour de blessure. Ça a été le cas, il a été déterminant dans ses parades. Dereau, après le match, narrait tout son bonheur d'être maintenu, mais une fois de plus, il a râlé énormément sur la manière, avec des temps faibles trop importants, des pertes de balles, de l'affolement dans son équipe. Donc je pense que peut quand même dire que Sismondo a effectué un retour gagnant, puisqu'il voulait aider ses partenaires dans l'opération maintien, et qu'il a sûrement permis à ces jeunes joueurs de moins subir la pression. On avait souligné aussi que le retour de Bastien Sismondo avait permis à Jordan Perrono d'avoir un petit peu moins de pression et du coup de retrouver un petit peu son rôle de buteur, qui était le cas quand Bastien était là, et il a encore marqué 8 buts ce week-end. Voilà, donc il y avait une énorme joie à la patinoire de Istres, même si l'objectif atteint n'était pas celui qui avait été fixé en début de saison par le président Louis Morales, qui va s'attacher la saison prochaine à remettre les choses en ordre pour que Istres rejoue les premiers rôles pour remonter en LNH dès la saison prochaine. La semaine prochaine, Ponto recevra Istres pour les places d'honneur qui sont encore à distribuer. Et puis, je le disais tout à l'heure, Nancy recevra Valence. Et justement, si Istres s'est sauvé, c'est au micro. Ah. Exact, bien joué, bien joué. Et je disais donc si Istres s'est sauvé, c'est au détriment de Semur. Semur n'a pas pu faire mieux que match nul face à Panton Combo à domicile, 32-32, et Semur est relégué en national. Ouais, en plus Semur, au-delà du résultat de Istres, devait l'emporter pour espérer encore se maintenir, et devait derrière espérer une défaite de Istres. Donc disons que c'est doublement la double sanction pour eux à l'issue de cette 25e journée. Donc Semur est effectivement relégable en N1. La saison a quand même été compliquée pour eux, pas mal de blessures, ils ont souvent été en sous-effectif à l'entraînement. J'ai eu quelques joueurs cette semaine qui disaient qu'ils s'entraînaient à 4-5 parfois à cause du nombre de blessures. Ils ont vraiment eu la poisse cette année. Et disons que cette année pour Semur sera une année oubliée, en espérant qu'ils trouvent les ressources nécessaires pour remonter dès la saison prochaine. Par contre, Ponto continue, une bonne petite fin de saison dans la lignée de Alexis Jalamion, qui enchaîne les bonnes performances. On lui a porté chance, ouais. Ouais, voilà, effectivement, hein, Ponto donc qui finit septième, enfin qui à l'heure actuelle qui est septième grâce à ce nul, et qui ne pourra pas aller chercher la 6e place puisque Vernon est trop loin. Par contre, qui essaiera, comme on le disait tout à l'heure, de défendre cette 7e place qui était l'objectif fixé par le club en début de saison, puisque la semaine prochaine ils reçoivent Istres, donc en cas de victoire ils seront dans les clous. Gonfreville, on le disait tout à l'heure, qui va recevoir Semur avec ce petit challenge de la lanterne rouge qui est pas très glorieux, mais je pense que Gonfreville va essayer de se battre quand même pour ça. Alors il doit avoir aussi, ça devrait peut-être être les plus malheureux de ce championnat de cette année, hein. C'est Vernon au bord des playoffs qui s'impose quand même face à Besançon 32-26. Oui, alors Besançon, équipe un peu cancre des matchs à l'extérieur, une équipe qui n'a pas beaucoup gagné de matchs à l'extérieur, par contre à domicile, qui ont de très très bonnes stats sur leurs matchs à domicile. Donc même si Vernon en fait avait quand même l'espoir de pouvoir encore participer aux playoffs en cas de défaite de Chartres, donc ils ont quand même fait le boulot, 32-26. Ils ont fait une bonne partie, bien emmenés encore une fois de plus par Darsoulan, mais cette fois-ci aussi en attaque, qui a bien suppléé une petite faiblesse de Martilly. Et du coup, Vernon qui l'emporte et qui va pour le coup assurer cette 6e place qui donne pas accès à grand-chose, mais en tous les cas, personne ne pourra revenir sur eux à l'issue de la 26e journée. Dijon-Vernon la semaine prochaine. Donc match qui, comme je disais tout à l'heure, aura aucun enjeu, sachant que les deux équipes ne pourront pas évoluer au niveau du classement. Et ensuite,
Besançon qui accueille Chartres, Besançon qui n'a plus rien à jouer, mais qui à domicile est redoutable contre Chartres qui espère toujours peut-être accrocher cette 4e place. Juste pour terminer sur Vernon, on a souvent de très très bons échos du passage à l'antenne, et moi je me suis fait engueuler par Jérôme Delaporte parce que la seule fois où il est venu, c'était avant le derby normand à Rouen contre Gonfreville, et à partir de ce moment-là, ça a été la déchéance. Donc il m'a dit, tu me parles plus jamais de ton émission, je veux plus en entendre parler, je veux plus y aller. D'accord. Donc le prochain invité sera un joueur de Vernon. Non, effectivement, c'est vrai. Et surtout que ça a été le début de la fin pour Vernon. J'ai eu la primeur d'aller commenter le match à Gonfreville, à la Kinder Arena, et c'est vrai que Vernon avait fait une piètre performance, et depuis, voilà, 6e. Et j'espère qu'il n'y a pas de joueurs de Vernon qui nous écoutent, mais bon, c'est aussi bien que Chartres soit 5e, on va pas s'en plaindre. Alors on va faire un petit bilan quand même, il reste une journée, mais comme tu l'as dit Seb, il y a presque plus rien à jouer. Nîmes sera champion, Mulhouse, Dijon, Massy, Chartres vont se disputer ces playoffs avec pourquoi pas une place en Pro D2 pour l'une des 4 équipes, et puis Semur, Gonfreville descendent en National 1. Qui pour les remplacer, Seb? On sait que déjà Bordeaux, ouais. a validé son accession. Et il me semble que Villeurbanne aussi, mais je suis pas sûr, mais il me semble que Villeurbanne aussi, en tous les cas sportivement, a validé son accession. Donc à voir, voilà un peu cette belle saison de Pro D2, mais il reste quand même le 7 de la JPH. Ouais, alors celle de la JPH Pro D2, puisque il n'y avait pas de journée de championnat de LNH. Donc à l'aile gauche, on pouvait pas éviter cette semaine, une fois de plus, Alexis Gelamion, qui réalise quand même 12 sur 13, quand même assez rare pour le souligner. Sur le poste d'arrière gauche, qui notamment valide la victoire de son équipe Valence contre Mulhouse, c'est Yann Roby, qui a claqué 11 buts. Sur le poste de demi-centre, on a eu il y a quelques semaines le grand frère, là on a le petit frère, donc Robin Molinier, qui évolue avec moi sur le poste de demi-centre à Chartres, donc qui a réalisé un sans faute 5 sur 5. Arrière droit, Abdoulaye Sarr, qui, malgré la descente de son équipe, continue à claquer des buts. 8 buts sur le poste d'arrière droit. À l'aile droite, Damien Skasianoc, qui claque 10 buts, 10 sur 14 pour Nîmes. Au poste de pivot, encore un Nîmois, Jérémy Vergely, prochainement pensionnaire du club de Billère la saison prochaine, 6 sur 7. Et au poste de pivot, il n'a pas pu empêcher la défaite de Nancy, mais en tous les cas, c'est le gardien qui avait les plus belles stats sur cette journée. C'est Andry, le gardien de Nancy, qui a fait 15 arrêts. Et belle perf d'Alexis Jalamian qu'on a reçu, donc on porte quand même chance. Hein. On va voir Paris le prochain match face à Montpellier, parce qu'on a reçu Patrice Annonay. Donc écoute, on a été complet. Seb, un petit mot quand même. C'était un peu la journée, enfin l'émission qui était un peu consacrée aussi à ça. C'est l'avenir de Benoît Perabou du côté de Saint-Gratien. Il tire sa révérence après 14 ans. C'est un grand monsieur du handball qui tire sa révérence en première division. Il n'est pas mort. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se targuer d'avoir évolué 14 ans au plus haut niveau, et surtout avec très peu de blessures, avec l'engagement qu'il mettait dans les matchs et aussi à l'entraînement d'ailleurs. Moi, j'étais très content d'évoluer à ses côtés à Tremblay pendant 4 ans. Je me suis régalé à l'entraînement, en dehors du terrain. J'ai appris à connaître l'homme, le joueur, un mec qui triche pas en dehors et sur le terrain. Et donc je pense que Tremblay, ils vont un petit peu et même beaucoup le regretter. Mais j'ai envie de dire juste pour terminer, les temps changent et c'est comme ça, il faut l'accepter. Le handball se professionnalise de plus en plus. Et les valeurs disparaissent aussi, mais bon, faut vivre avec son temps. C'est pas un reproche que je fais. Faut savoir évoluer aussi. Et nous, on est un petit peu avec Ben, je pense un petit peu des joueurs à l'ancienne. Mais bon, en tous les cas, très fier d'avoir joué avec lui et de le connaître maintenant comme ami. Merci mon Seb. Voilà, c'était. Je dois de pleurer. Voilà, attention. Non, quand même. On va. Allez, faut boire un coup. Allez, Benoît, si tu as des mouchoirs, n'hésite pas. Hein. Écoutez, on a encore passé une excellente émission. Benoît, je pense que je peux l'annoncer la semaine prochaine, l'invité. Je l'espère. J'espère que Mathieu Gréby sera avec nous.
Si Patrice Annonay et Paris donc gagnent contre Montpellier, ce sera d'autant plus regrettable parce qu'il était prévu pour ce soir. Mais si tout va bien, il sera avec nous puisqu'il était encore en période de partiel cette semaine et avec beaucoup de travail. Mais j'espère qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Donc il y a pas mal de supporters de Tremblay sur le chat, hein, Benoît, qui confirme un peu le regret de Seb et puis de Tremblay surtout de ne plus t'avoir dans ses rangs. Donc voilà, hein, c'est Manup, un supporter qui connaît très bien également Seb Mangin. Donc à voir qui c'est. Et tu Manup. Voilà. Qui tu es? Qui es-tu? Allez, Président peut-être. J'ai peut-être une idée, voilà. Président peut-être. bon, c'est l'heure, 21h40, je vais être Peut-être obligé de un couper président. parce que ça va partir en vrille, mes amis. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être avec Mato Gabi, hein, le Montpellierin. Donc, on l'espère, mais quoi qu'il en soit, soyez à l'écoute pour une excellente émission. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.